Juin 1997. Un homme est tapis dans les buissons, à proximité d'une luxueuse villa à Beverly Hills. Mais ce n'est pas un cambrioleur. Il s'appelle Jonathan Norman. Et il est à la recherche d'un réalisateur mondialement connu. Jonathan Norman était quelqu'un d'extrêmement dangereux. Il planifiait tout. Il était déterminé, il était sur le point de commettre un acte d'une grande violence. À l'évidence, ce n'est pas un simple fan. Il veut faire souffrir, voire tuer le génie du 7e art. Il était complètement psychotique. Il était très agressif et parfois sans aucune raison. C'était tout simplement quelqu'un qui aimait la confrontation physique. Voici l'histoire d'un prédateur qui prenait ses rêves pour la réalité. Il a fait vivre un cauchemar à Steven Spielberg et a failli commettre l'irréparable. Ils ont retrouvé des menottes, un cutter, tout l'arsenal d'un violeur. Il y avait de quoi s'inquiéter. Cet individu était déterminé à terroriser l'une des plus grandes figures du monde du cinéma. Il avait l'intention de ligoter M. Spielberg, de le violer et de le torturer devant sa femme. Il en était arrivé à croire que Steven Spielberg, David Geffen et d'autres faisaient partie d'une église ou d'une mafia gay qui contrôlait Hollywood. Dans son délire, il pensait qu'il devait violer Steven Spielberg pour devenir son filleul gay et être accepté dans cette communauté. En 1997, Steven Spielberg est le réalisateur le plus adulé d'Hollywood. Ses nombreux succès dans le monde entier ont fait de lui l'une des personnalités les plus en vue de l'industrie du cinéma. Il suffit que son nom soit au générique d'un film pour que les spectateurs soient au rendez-vous. Dès qu'il s'agit de culture populaire, tout ce qu'il touche se transforme en or. On peut affirmer que Steven Spielberg a créé la société du divertissement dans laquelle nous vivons. Il est célèbre pour ses grands films d'action, ses œuvres dramatiques, ses films de guerre ou de science-fiction. C'est plus ou moins lui qui est à l'origine du terme de blockbuster. Dans les années 1990, Steven Spielberg était le réalisateur le plus coté. Personne n'était plus connu ou n'avait mieux réussi que lui. À cette époque, tout ce qu'il faisait générait beaucoup d'argent. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est un cinéaste accompli et estimé, l'un des grands noms de la profession. C'est l'homme le plus puissant d'Hollywood. Quand on veut faire un film et qu'on a envie qu'il batte des records, c'est lui qu'on va voir. Indiana Jones, E.T., Les Dents de la Mer, c'est à lui qu'on les doit. Ce succès qui l'a rendu milliardaire lui permet d'offrir une vie luxueuse à sa famille nombreuse. Steven Spielberg est l'un des hommes les plus riches d'Hollywood. Sa fortune est estimée à plus de 3 milliards de dollars. Mais vu son mode de vie et ce qu'il montre au public, on ne s'en douterait pas. Il possède 4 propriétés à Los Angeles et à New York. Il avait même un yacht de 184 millions de dollars. Il vit plutôt bien. Il ne le sait pas encore, mais cette existence paisible va être remise en question par un individu prêt à tout pour faire partie de son monde. Un déséquilibré fermement décidé à détruire sa vie. Hollywood, c'est un monde à part. Si un réalisateur avait plus de chances qu'un autre d'être pris pour cible, c'était quelqu'un d'aussi célèbre que lui. Steven Spielberg, qui est originaire du Midwest, a gravi les échelons du cinéma en commençant par un stage dans un prestigieux studio.
Spielberg est né à Cincinnati, mais il a pas mal bougé. Il a déménagé dans le New Jersey, puis dans l'Arizona, et il a fini en Californie. Après le lycée, il a eu envie de faire du cinéma, et il a envoyé sa candidature à l'Université de Californie du Sud, qui a été refusée. Grosse erreur de leur part. Donc, il a décidé d'étudier le 7e art à l'Université de Californie à Los Angeles. Et c'est là qu'il a obtenu un stage au département montage d'Universal Studios. C'est comme ça que tout a commencé. Le jeune réalisateur se voit d'abord proposer plusieurs émissions de télévision et films à petit budget. Mais en 1975, il pulvérise le box-office et se fait un nom du jour au lendemain. Les Dents de la Mer, c'était le tout premier blockbuster de l'été. Il a rapporté plus de 100 millions de dollars. Ça a été la première grosse production que tout le monde avait envie de voir. Les médias lui ont fait une énorme publicité. Les gens ne parlaient que de ça. C'était le film à ne pas rater cet été-là. C'est l'histoire d'un énorme requin qui terrorise les habitants d'Amity Island et d'un policier qui vient apporter son aide pour sauver la saison estivale. C'était un film fait pour faire peur et pour donner des frissons aux spectateurs. Au cours de la décennie suivante, Steven Spielberg confirme son talent avec Rencontre du troisième type, Les Aventuriers de l'Arche perdue et E.T. Quand Les Dents de la Mer sont sortis, il était au sommet de son art. D'ailleurs, il a refusé de tourner la suite. Il a préféré réaliser Rencontre du troisième type, qui a été un immense succès critique et public. Ensuite, il a fait équipe avec George Lucas sur Les Aventuriers de l'Arche perdue, le premier volet de la saga Indiana Jones. Et puis, comment oublier E.T. Beaucoup considèrent La Liste de Schindler, qui lui vaudra l'Oscar du meilleur réalisateur, comme son œuvre la plus aboutie. Ça reste probablement l'un de ses films les plus marquants. C'est l'histoire d'un homme d'affaires allemand qui sauve un millier de juifs polonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce projet lui tenait à cœur parce qu'il a grandi dans une famille juive. Malgré ses doutes, il a raconté cette histoire de façon magnifique. Les critiques ont été élogieuses, le public a été au rendez-vous. Et il a décroché ses premiers Oscars du meilleur réalisateur et du meilleur film. Au milieu des années 1990, Spielberg est le cinéaste le plus prisé et le plus rentable de la planète. D'un point de vue financier, il est désormais totalement libre grâce à une ambitieuse société de production qu'il a fondée avec 2 vétérans du cinéma. En 1994, il crée DreamWorks SKG avec ses amis Jeffrey Katzenberg et David Geffen. Ensemble, ils vont produire des films comme Aviator ou Il faut sauver le soldat Ryan, de gros projets. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Il s'est marié 2 fois, tout d'abord avec Amy Irving en 85, après une relation intermittente de plusieurs années. Ils ont eu un enfant, mais ils se sont séparés quelques années plus tard. Le divorce s'est assez mal passé. Il a dû verser 100 millions de dollars à son ex-femme. En 91, il a épousé Kate Capshaw, qui avait joué dans l'un de ses films. Ils avaient chacun un enfant de leur précédent mariage. Ils en ont eu 3 ensemble et en ont adopté 2. Cependant, la notoriété apporte aussi des fans, dont certains sont très envahissants. Pour se protéger, la famille Spielberg emménage dans une villa sécurisée du quartier de Pacific Palisades. Il a logiquement fini par se résoudre à habiter Los Angeles, pour pouvoir répondre aux obligations de sa carrière. C'est près de cette ville que se trouve le siège d'Amblin Entertainment, la société de production qu'il dirige à Universal City. La demeure qu'il a choisie sur Amalfi Drive a une longue histoire derrière elle, qui lui a tout de suite plu. C'était une propriété magnifique qui valait plusieurs millions de dollars. En plus, elle avait un passé très glorieux. Elle avait appartenu à Cary Grant et au producteur d'Autant en emporte le vent. Il est tout de suite tombé sous le charme. Il a fait faire des travaux et planté un vignoble qui domine l'océan. C'est le genre de propriété qu'on peut s'acheter quand on a fait fortune à Hollywood. Et il voulait que ce soit un endroit sûr. Il a chargé son architecte de faire en sorte que personne ne puisse s'introduire chez lui. En plus des travaux de rénovation et de réagencement, Harry Newman et son équipe sont chargés de rendre la propriété impénétrable. Les mesures de sécurité étaient très strictes. Sa maison était une forteresse.
Personne ne pouvait l'approcher, c'était impossible. Les gens ordinaires ne vivent pas dans un environnement aussi sécurisé. Mais lui avait conscience d'être une personnalité publique, quelqu'un d'important, surtout à cette époque. C'était une célébrité. Et un individu a la ferme intention de faire vivre à Steven Spielberg un véritable enfer. Il s'appelle Jonathan Norman. Il est sur le point de faire irruption dans la vie du réalisateur et après lui, plus rien ne sera jamais comme avant. Jonathan Norman a eu une enfance difficile. Il a grandi dans l'Utah avec sa mère et ses 3 frères. Son père les avait abandonnés en 1973 pour échapper à des accusations de faillite frauduleuse. C'était un fugitif recherché par le FBI. Il essayait d'échapper à la justice. Et il s'était montré violent avec son fils quand il était petit. Voilà le genre de choses qu'il avait vécu. Son père a été en fuite pendant de nombreuses années, durant la plus grande partie de son enfance. Donc, leur relation se résumait au moment où il se rendait discrètement dans une cabine téléphonique avec sa mère pour pouvoir lui parler. Il discutait avec lui uniquement par téléphone. Voilà les liens qu'ils avaient. C'était très particulier. Une fois adulte, Norman déménage à Los Angeles, s'inscrit à l'Université de Californie et obtient son diplôme en 1990. Ensuite, il ne garde jamais longtemps le même travail. C'était un marginal. Il avait très peu, voire pas d'amis du tout. Il avait pris ses distances avec sa famille. Norman vivait dans un petit appartement à Hollywood avec un colocataire. Je crois qu'il travaillait parfois comme figurant. Il voulait devenir mannequin. Il a fait un peu de bodybuilding et de musculation. Il gagnait sa vie comme il pouvait. Il prenait n'importe quel job qui passait et c'est comme ça qu'il arrivait à joindre les deux bouts. Mais c'est principalement grâce à son colocataire qu'il arrivait à s'en sortir. Il y avait aussi un homme d'un certain âge qui lui donnait de l'argent. Certains éléments nous ont laissé penser qu'il se prostituait. Il voulait se faire une place à Hollywood. Il a été embauché par une agence artistique à cette époque. Il abusait de la méthamphétamine. Il était certainement schizophrène. Et il devait avoir des caractéristiques d'une personnalité antisociale. Donc, il consommait beaucoup de drogue et souffrait d'une maladie mentale de type psychotique. C'était quelqu'un de violent. En se penchant sur son enfance, on a découvert qu'il avait été abandonné par son père à l'âge de 6 ans. Il était parfois brutal avec ses camarades. Il a été arrêté plusieurs fois à cause d'actes de violence. D'ailleurs, il était en liberté conditionnelle pour avoir agressé des personnes âgées juives. Il avait essayé de les renverser avant de sortir de sa voiture. Il a fait ça sans aucune raison. L'occasion s'est présentée, c'est tout. Il a aperçu ces gens et sans aucun motif valable, il a décidé de s'en prendre à ce groupe. Il s'est acharné sur eux. En plus, il est ceinture noire d'un art martial. Le temps qu'on parvienne à le maîtriser et le faire arrêter, il avait grièvement blessé plusieurs personnes. On ne sait pas pourquoi il a fait ça. Il a déclaré s'être senti offensé par leur façon de le regarder. Eux ont dit qu'il sortait d'un restaurant et qu'il traversait la rue, tout simplement. Donc je ne vois pas ce qu'il pouvait faire de mal. C'est clairement M. Norman qui est à l'origine de cet incident. Il était très agressif et parfois sans aucune raison. C'était tout simplement quelqu'un qui aimait la confrontation physique. Jonathan allait très mal. Il avait des problèmes de santé mentale extrêmement graves et il avait complètement plongé dans la drogue. Pas besoin d'être un génie pour faire certains rapprochements. Je suis sûr que l'enfance qu'il a eue y est pour quelque chose. À la suite de son procès, Jonathan Norman se retrouve en prison.
Il a été condamné pour agression à main armée et incarcéré pendant 18 mois. Au cours de cette période, il regardait les chaînes de divertissement et y voyait des gens comme David Geffen ou Steven Spielberg, des grandes figures d'Hollywood. Et pour une raison qu'on ignore, il est devenu obsédé par ce dernier. Steven Spielberg était le cinéaste le plus influent. Quand son délire s'est construit, il s'est tout naturellement orienté vers une personnalité d'Hollywood. Et il a commencé à faire une fixation sur lui. Il a construit tout un système délirant autour de Steven Spielberg. La méthamphétamine y a probablement contribué. Jonathan Norman était quelqu'un de très dangereux. Et son obsession pour cet homme était en train de le conduire sur une très mauvaise voie. Comme Steven Spielberg s'apprête à le découvrir, ce fan à l'esprit dérangé ne se laisse pas facilement décourager. Il est même tellement persévérant qu'il va bientôt tenter de s'en prendre à lui. Il pensait que Spielberg était son père adoptif et qu'il lui avait parlé de ses fantasmes. Il était persuadé qu'il lui avait demandé de venir le ligoter et le violer. Donc il avait prévu de le séquestrer et d'abuser de lui. Et si ça s'avérait nécessaire, il était prêt à le faire devant sa femme. Ignorant tout de la menace qui pèse sur lui, le réalisateur est en Irlande, où il consacre toute son énergie à son nouveau projet. En 97, il s'est lancé dans ce qui est peut-être l'un de ses films les plus ambitieux. Il faut sauver le soldat Ryan. Ça se passe pendant le débarquement. Le tournage était en Irlande. C'était une super production. Il a fait appel à Tom Hanks et Matt Damon pour donner vie à cette histoire qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand on a appris que Spielberg allait produire et réaliser un film ici, ça a fait beaucoup de bruit. L'enthousiasme s'est répandu comme une traînée de poudre à Wexford et dans tout le sud-est. On se disait, un dieu du cinéma hollywoodien va venir tourner une grosse production en Irlande, à Wexford. Ils ont fait du repérage pendant 1 an et Ballyneskerstrand, situé sur la plage de Curracloe, a finalement été choisi pour reproduire ce qui s'était passé à Omaha Beach, le jour du débarquement. Et surtout, c'était Spielberg, celui que beaucoup considèrent comme le plus grand nom d'Hollywood qui venait en Irlande. En plus, dans un endroit reculé, une partie très rurale du comté de Wexford. Et on ne le savait pas encore, mais il allait réaliser l'un des plus grands films de l'histoire. Ils ont fait venir 1500 figurants, dont 750 réservistes des forces de défense irlandaises. Il y avait 500 armes à feu chargées à blanc. Le reste, c'était des armes factices, des répliques. Mais elles avaient été fabriquées de sorte qu'on ne puisse pas les distinguer des autres. Spielberg avait une énergie incroyable, une grande intensité. Il dégageait une aura magique qui subjuguait les gens. Il a été accueilli à bras ouverts. Il obtenait tout ce qu'il voulait. Pendant ce temps, Jonathan Norman planifie déjà son opération dans le plus grand secret. Le 29 juin, il se rend chez Steven Spielberg à bord d'un 4x4 loué. Norman se présente pour la première fois aux abords de la propriété en juin 97. Ça a commencé de façon apparemment inoffensive. Arrivé devant le portail d'entrée, il a prétendu avoir rendez-vous avec Spielberg. Évidemment, l'agent de sécurité savait qu'il se trouvait à l'étranger.
Il s'est fait passer pour un associé de David Geffen et a exigé de parler à Spielberg. Comme lui et sa famille n'étaient pas à Los Angeles, on lui a demandé de partir. Quelques jours plus tard, Norman revient. Cette fois-ci, il est accompagné d'un ami. Il a ouvert un agenda. Il lui a montré des photos d'hommes nus sur lesquels il avait mis la tête de Spielberg. Et il lui a dit qu'il allait escalader le mur pour aller le violer. Le 11 juillet, William Hunter, un agent de sécurité travaillant pour le réalisateur, remarque un véhicule mal stationné de l'autre côté de la rue. Quand il s'était arrêté près du portail, il avait un 4x4 américain. Là, il conduisait un véhicule de marque anglaise qui ressemblait beaucoup à celui de Madame Spielberg. Les gardes ont reconnu Norman parce qu'ils l'avaient vu rôder dans les environs et faire des allers-retours. Il était effectivement en train de surveiller la maison. Il cherchait à quel endroit franchir le mur le plus facilement pour pénétrer dans la propriété. Quand William Hunter a vu la voiture, il est allé lui demander ce qu'il faisait là. Il a répondu qu'il avait des problèmes de moteur. Le garde ne l'a pas cru et lui a ordonné de s'en aller immédiatement. Quelques heures plus tard, à environ 7 heures du matin, la société de sécurité protégeant la villa de Spielberg reçoit plusieurs appels signalant la présence d'un intrus dans les jardins des maisons environnantes. Le 11 juillet 1997, il revient. Il se gare dans la rue, sort de son véhicule, saute par-dessus la clôture d'un voisin et traverse son jardin. L'homme l'aperçoit et lui demande ce qu'il fait là. Une dispute éclate. Norman profère des menaces. Le voisin appelle la police et quand ils arrivent, les agents partent à pied à la poursuite de l'intrus. L'un des policiers le voit courir à travers des buissons, franchir des clôtures et essayer d'entrer dans d'autres maisons. Quand ils finissent par le maîtriser, son agenda s'ouvre et c'est là qu'il découvre ces montages photos de Spielberg. Il rajoute même qu'il voulait le violer. Donc il a été arrêté et placé en garde à vue. Le suspect prétend s'appeler David Spielberg et avoir été poursuivi par des chacals appartenant au cinéaste. Des médecins sont venus évaluer sa santé mentale, mais ils ont commis une erreur. Ils lui ont permis de se faire interner en hôpital psychiatrique de son plein gré. Et comme il était d'accord pour le faire, il a eu le droit de partir. Après un bref interrogatoire, il repart avec un simple avertissement à 10h30 du matin. Cela aurait suffi à dissuader la plupart des gens. Mais ce fan obsessionnel n'a pas l'intention d'en rester là. 5 heures plus tard, il quitte l'établissement psychiatrique et retourne immédiatement chez Steven Spielberg. Il essaie de défoncer le portail avec sa voiture, mais des agents de sécurité l'empêchent de continuer et il s'enfuit. Arrivé sur place, la police retrouve le véhicule inoccupé à 2 rues de la villa. À l'intérieur, sont recueillis des indices très inquiétants. Il avait tout ce qu'il faut pour mettre son plan à exécution. Plusieurs menottes, des pinces à tétons à décharge électrique. Il avait l'intention de ligoter M. Spielberg, de le violer et de le torturer devant sa femme. Dans sa voiture, il y avait un agenda dans lequel il racontait ses fantasmes violents. Il évoquait notamment son envie de prendre un pistolet pour forcer des personnes à se soumettre à ses fantasmes sexuels. Il avait aussi des photos porno, sur lesquelles il avait remplacé les têtes par le visage de Spielberg. Dans son carnet, il avait écrit que son but était de devenir l'amant du réalisateur.
Il y avait aussi des lames de rasoir, une carte avec des adresses de stars, un livre sur le harcèlement qu'a subi John Lennon. Il avait vraiment tout prévu. Il avait même dressé la liste de ce qu'il lui fallait. Se procurer du chloroforme dans une animalerie, acheter du ruban adhésif, des menottes, une réplique de pistolet. Il avait répertorié tout ce dont il avait besoin. Il avait préparé son agression dans les moindres détails. C'était quelqu'un d'extrêmement dangereux. Il planifiait tout. Il était déterminé et était sur le point de commettre un acte d'une grande violence. Quand on lui demande ce qu'il faisait dans le quartier, il déclare qu'il avait rendez-vous avec Spielberg à propos d'un scénario racontant le viol d'un homme par un autre. Les menottes et le ruban adhésif seraient de simples accessoires. Il tenait des propos incohérents. Il prétendait qu'il était venu parler à M. Spielberg d'un projet de film qu'il avait imaginé autour d'un fantasme de viol. Il était censé être là pour lui résumer son histoire. Aucun scénario n'a été retrouvé dans la voiture. Norman est placé en garde à vue pendant 72 heures et ce délai pourrait être prolongé. Cette fois-ci, ils ont pris la bonne décision. Ils l'ont interrogé, sa santé mentale a été évaluée et il a été interné d'office. Il n'a pas pu repartir libre. Le 14 juillet, un agent de sécurité signale à Bruce Reimer, l'avocat de Steven Spielberg, les incidents survenus le 29 juin et le 11 juillet. Le 17 juillet, Norman sort de garde à vue et Reimer en est informé. Il contacte alors le réalisateur en Irlande et lui explique ce qui s'est passé. Apprendre ces incidents au beau milieu de ce tournage monumental, dans l'un des plus grands décors naturels où il ait jamais travaillé, ça a dû être très dur pour lui. Cette plage est très isolée. Il y a très peu de villes et de villages autour. Il faut prendre pas mal de petites routes et de chemins pour y accéder. Si un harceleur ou n'importe qui avait voulu le suivre, il aurait pu trouver des endroits où le piéger. On imagine facilement l'angoisse qu'il a pu ressentir, d'autant plus que certains membres de sa famille étaient avec lui. Et il y avait potentiellement un détraqué dans les parages. Lui, il sortait tous les jours, il passait par de petites routes de campagne pour rejoindre ce lieu de tournage immense, où il y avait des centaines de personnes, et peut-être un individu hostile parmi elles. Il y avait aussi 500 armes à feu sur ce site. On se demande ce qui pouvait lui passer par la tête. Il devait se dire, l'un de ces hommes me veut-il du mal? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce qu'on va me tirer dessus avec une vraie balle? Ça a dû être très éprouvant pour lui. On l'emmenait sur le tournage en van ou en 4x4 avec des agents de sécurité. Une fois son travail fini, il repartait aussitôt. C'est une célébrité qui a évidemment un très bon rapport avec le public et avec les gens en général. Mais là, on voyait qu'il n'accordait pas d'interview et qu'il ne parlait à personne. Qu'il ait été capable de travailler tout en sachant qu'un homme était obsédé par lui et qu'il pouvait vouloir le tuer, qu'il ait pu gérer des centaines de personnes dans le cadre d'une superproduction, c'est remarquable. Spielberg a dû vivre des moments très difficiles. S'il n'avait pas été capable de compartimenter ses sentiments, le tournage d'Il faut sauver le soldat Ryan aurait pu tourner à la catastrophe. Le film aurait pu ne pas se faire. La police sait à présent que le réalisateur le plus populaire d'Hollywood est réellement en danger. Tant que Norman n'aura pas été jugé, Steven Spielberg et sa famille seront inquiets pour leur sécurité.
De telles menaces entraînent forcément un sentiment d'anxiété chez les personnes visées. Ça a été un choc terrible. Il avait tellement peur pour lui-même et pour sa famille qu'il a renforcé les mesures de sécurité à son domicile et sur ses tournages. Il a même cherché à protéger sa mère parce qu'il s'inquiétait pour tous les membres de sa famille. Tout était ultra sécurisé. Il y avait des gardes armés 24 heures sur 24 partout. Il ne voulait pas que cet individu puisse revenir. Il laissait une moto à l'extérieur de son studio pour pouvoir s'échapper rapidement si quelqu'un entrait. Ça lui a vraiment gâché la vie pendant quelque temps. Maintenant que Norman a été interpellé, la police de Los Angeles ne veut surtout pas prendre de risques. Puisqu'il était dans un établissement psychiatrique sécurisé, ça donnait un peu de temps à mes inspecteurs pour mener l'enquête. Donc on a rencontré les voisins et les agents de sécurité. Plus tard, on a pu aussi discuter avec M. Spielberg et lui demander à quel point cette affaire l'inquiétait. On a interrogé Norman, il nous a parlé sans se faire prier. Il prétendait être en contact avec M. Spielberg, David Geffen et d'autres. Il disait que ces personnes lui avaient parlé de leur fantasme de viol et qu'il voulait simplement réaliser celui du cinéaste. Il nous a clairement dit qu'il s'était rendu chez lui pour le violer et que si ça s'était avéré nécessaire, il aurait forcé sa femme à regarder. Il a expliqué en détail comment il avait préparé cette agression. On avait suffisamment d'éléments pour l'inculper. J'ai interrogé Jonathan Norman en prison. Le jour où je suis allé le voir, il était à l'isolement parce qu'il était obsédé par un autre détenu et qu'il le harcelait. Ça prouve bien que ce genre d'individu ne se limite pas à une seule victime. Bien souvent, ils jettent leur dévolu sur plusieurs personnes. Quand je l'ai rencontré, je lui ai demandé comment l'appeler. Monsieur Norman, Jonathan, que préférez-vous? Il a répondu, vous pouvez m'appeler Mickey Mouse. Le procès du harceleur s'ouvre le 13 janvier 1998 et l'événement est très médiatisé. La combinaison Steven Spielberg, harceleur et tentative de viol dans une même affaire, a bien sûr attiré tous les tabloïds. Tout le monde s'intéressait à cette histoire. C'est un procès qui a fait beaucoup de bruit. Tout le monde était au courant. Tous les médias en parlaient. Les gens suivaient les débats, la salle d'audience était pleine. L'État de Californie annonce ce que les Spielberg reprochent aux prévenus. Il a été accusé de harcèlement. Ça signifie qu'une personne a tenté à plusieurs reprises de terroriser quelqu'un, de lui faire peur. Il était obsédé par lui. Il avait construit des fantasmes sexuels très précis le concernant. Ils l'ont compris en lisant ce qu'il avait écrit. Il tenait un journal dans lequel il parlait de ses fantasmes violents, son obsession pour Steven Spielberg. Il avait imaginé un scénario décrivant la façon dont il l'aurait violé. Jonathan Norman avait mis en place un système délirant particulièrement tordu. Dans sa tête, son but était d'assouvir le fantasme de M. Spielberg. Mais en parlant à son colocataire et à ses connaissances, on a appris qu'il était obnubilé par lui depuis un bon moment. En fait, chez lui, il se masturbait souvent en regardant des photos ou des vidéos de sa potentielle victime. Donc c'est une agression qu'il planifiait depuis très longtemps. Il était obsédé par Spielberg, Geffen et Katzenberg, et il croyait à l'existence d'une sorte d'église ou de mafia gay. Comme ces gens-là étaient des dieux vivants pour lui, il se disait que pour en faire partie, il fallait faire quelque chose de spécial. Dans son délire, il pensait qu'il devait enlever Spielberg et l'inciter à avoir des sentiments pour lui. Il comptait y parvenir en l'agressant sexuellement. Ça n'avait aucun sens. Il devait violer Steven Spielberg pour devenir son filleul gay et être accepté dans cette communauté. Steven Spielberg n'est même pas homosexuel. Il a épousé Kate Capshaw, il a des enfants, mais Norman avait basculé dans un système délirant qui faisait de lui un homme dangereux.
Au début de l'audience, le réalisateur fait part de ses craintes. Quand Spielberg s'est présenté à la barre, on l'a senti très ému. Il a dit que personne n'avait jamais voulu lui faire de mal, qu'il était quelqu'un de très apprécié. Il ne comprenait pas pourquoi cet homme avait essayé de s'en prendre de façon aussi brutale à sa famille et à lui. Il a déclaré que Norman avait un objectif et qu'il ne s'arrêterait que quand il l'aurait atteint, c'est-à-dire quand il l'aurait violé. C'est l'une des pires choses que puisse subir une personne, et ça a failli lui arriver. Il est venu témoigner pour se protéger, lui et sa famille. Il ne voulait pas qu'elle soit affectée par tout ça. Il avait des enfants en bas âge à l'époque. Il en avait 7 en tout. Il voulait s'assurer que tout le monde était en sécurité et que Norman ne pourrait plus rien tenter contre eux. Cette histoire entre Norman et Spielberg aurait pu très mal se finir. À mon avis, la principale raison pour laquelle Spielberg et sa famille s'en sont sortis indemnes, c'est qu'ils se trouvaient en Irlande. Ils n'étaient pas aux États-Unis quand cet harceleur est passé à l'acte. J'ai beaucoup discuté avec M. Spielberg à l'époque. Il buvait un verre de vin avec moi pendant le dîner, comme n'importe quelle personne. Mais il voulait protéger sa vie privée. Il aimait passer du temps avec sa famille. Il avait des enfants, une femme. Il tenait beaucoup à les préserver. Les avocats de l'accusé ont un point de vue très différent. Spielberg n'a jamais couru le moindre danger. Il n'a jamais constaté sa présence, ou su qu'il avait ses fantasmes, ou quoi que ce soit dans le genre. Il a appris tout ça uniquement quand son avocat l'en a informé. Quand Bruce Reimer a parlé à Spielberg, celui-ci a eu très peur. Et pour le procureur, c'était suffisant pour inculper mon client de harcèlement. Cependant, Norman ayant déjà eu affaire à la justice, il tombe sous le coup de la loi californienne des 3 condamnations. Jonathan Norman a clairement manqué de chance à tous les niveaux. Les 2 condamnations qui ont précédé cette 3e concernaient un seul incident, mineur en plus. Il avait été impliqué dans une bagarre de rue sans importance. Il avait donné un coup de pied à quelqu'un, mais il s'était battu contre 2 personnes. Donc, il avait été doublement accusé de coups et blessures. D'après mes souvenirs, il était sous l'emprise d'une drogue, la méthamphétamine ou le LSD, je ne sais plus. Son état n'avait pas facilité la tâche de son avocat. Alors, il a accepté le premier accord qu'on lui a proposé. Et au final, il a plaidé coupable 2 fois. Il ne se doutait pas que ces 2 inculpations qui concernaient un seul incident seraient plus tard considérées comme 2 condamnations. Ce délit mineur de harcèlement envers Spielberg aurait dû lui valoir 1 an de prison maximum. Mais du coup, sa peine a été alourdie de 24 années supplémentaires. L'agression commise contre un groupe de personnes juives a aggravé son cas. C'était un délit antérieur à cette histoire et pour lequel il avait été condamné. Quand il s'en est pris à des personnes âgées, il avait eu une hallucination. Il s'était senti obligé de s'en prendre à ces gens. On ne peut vraiment pas dire que Norman était inoffensif. Je ne dis pas qu'il n'aurait pas dû être poursuivi pour cette agression et qu'il ne méritait pas la condamnation qu'il avait reçue alors. Ce n'est pas ça du tout. Le problème, c'est qu'on s'en est servi pour ajouter 24 ans à sa peine, pour avoir harcelé Steven Spielberg. Ce n'était pas du tout légitime. Et je ne pense pas que ça pourrait se produire aujourd'hui. Ça s'est passé à l'époque où la loi des 3 condamnations était appliquée très strictement. Pour Spielberg, la menace était bien réelle et illustre parfaitement le danger que représentent les fans obsessionnels. Avec la célébrité vient souvent le danger. Quand Spielberg s'est adressé à la cour, il a expliqué qu'il vivrait dans la peur tant que Norman serait en liberté. Il était persuadé que s'il en avait eu l'occasion, il aurait pu le tuer, le mutiler ou le violer. Cette histoire l'avait beaucoup affecté et il pensait que si cet individu n'était pas emprisonné, il ferait tout ce qu'il pourrait pour lui nuire. Je ne crois pas qu'il ait jamais vraiment compris la gravité de ce qu'on lui reprochait. Je me rappelle
Quand on attendait la prononciation de la sentence, il pouvait potentiellement être condamné à 25 ans de prison, voire à la perpétuité. La salle d'audience était pleine. Spielberg était là avec ses proches. Jonathan Norman arrive et lui avait mis des chaînes. Il s'assoit à côté de moi. Et quand je lui ai adressé la parole, voilà ce qu'il m'a dit. Ça alors, je ne pensais pas que Spielberg était aussi petit. En fait, c'était la première fois de sa vie qu'il voyait Steven Spielberg en chair et en os. Et ça l'a rendu euphorique. Voilà le genre de personne à qui on avait affaire. Il a fini par trouver un moyen de le rencontrer. Ça ne s'est pas vraiment passé comme dans ses rêves, c'est sûr. Mais il était toujours aussi obsédé par lui. Jonathan Norman est condamné à 25 ans de prison. Il a mal choisi l'objet de ses fantasmes. Il s'est mis la mauvaise personne dans la tête. Je suis convaincu que sa peine aurait été beaucoup moins lourde s'il avait jeté son dévolu sur vous ou moi, ou sur quelqu'un de moins important que Steven Spielberg. Dans la décision qui a été prise vis-à-vis de Jonathan Norman, l'identité de la victime a eu beaucoup d'importance. Il avait exprimé son intention de violer Steven Spielberg de façon brutale et potentiellement devant sa propre famille. Je ne dis pas qu'il n'était pas dangereux. Il l'était parce qu'il avait des problèmes de santé mentale et qu'il était dépendant de la drogue. Toute personne dans cet état est dangereuse. Mais 25 ans de prison pour ça, c'est vraiment n'importe quoi. C'est de la folie. Je pense que cette affaire de harcèlement l'a beaucoup marqué. C'est quelqu'un qui tient à sa tranquillité et à sa vie privée. Il ne parle jamais de sa famille. On ne les voit jamais dans les endroits où il pourrait se faire surprendre par des paparazzis. Il mène une vie très ordinaire. Il ne vit pas dans le luxe et l'opulence comme on pourrait s'y attendre d'un milliardaire. Il reste très discret. J'ai l'impression qu'une peur tenace s'est immiscée en lui. Jonathan Norman a failli commettre des actes très graves. Ses délires et sa perception déformée de la réalité formaient un cocktail explosif. Il pensait qu'il devait enlever et violer Steven Spielberg et qu'il en avait le droit. Et sachant qu'il était effectivement en train de tout planifier pour parvenir à ses fins, on peut affirmer qu'il était extrêmement dangereux.